Ah, vous parlez tous les trois, oh, excusez-moi. Donc il y aura Monsieur Deveau qui est directeur de recherche en biotechnologie chez Florimond-Després. Il y aura Monsieur Maury qui est professeur à l'Université d'Orléans, donc mon voisin d'étage. Et Monsieur Buchier qui est un doctorant en virologie végétale et qui actuellement dirige l'équipe Epicenter de l'Institut de recherche en horticulture et semences. Voilà, merci de l'invitation. Donc, en fait, comme on vous l'a dit, ce sera à 3 voix. Donc, je suis Pierre Deveau et Stéphane Maury va parler juste après moi sur l'épigénétique. Et puis Étienne Boucher finira. Donc, je voulais déjà faire une petite présentation de la société dans laquelle je travaille. Donc, rapidement, 313 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1060 salariés, 10 espèces travaillées, dont principalement par ordre d'importance la betterave sucrière, la pomme de terre et puis ensuite le blé tendre. 10 filiales directes à l'étranger, 13% du chiffre d'affaires, ce qui est important, consacré donc à la recherche, ce qui fait de nous en fait la 14e entreprise semencière mondiale. Donc on a commencé relativement tôt à nous intéresser à l'épigénétique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on voit un schéma de sélection généalogique à partir de croisements entre deux plantes, ça c'est fait à peu près entre 500 et 1000 fois par an pour une espèce autogame telle que le blé, eh bien, dans la descendance, on va sélectionner les individus d'abord pour des caractères qualitatifs et ensuite pour des caractères quantitatifs. Et quand tout va bien, au bout de 10 à 12 ans, on obtient donc une variété, un produit commercial. Donc ça demande énormément de temps, d'abord pour faire cette sélection. Ça demande énormément d'encombrement au niveau des champs, puisqu'il va falloir phénotyper tout ce matériel. Donc on a essayé d'introduire une technologie nouvelle à l'époque qui était les haploïdes doublés. Les haploïdes doublés étant produits à partir des gamétophytes mâles ou femelles. Et donc en gros, on est en train de produire actuellement, on fait des croisements pour avoir dans le schéma classique de sélection des variétés qui seront cultivées en 2030. D'où l'intérêt des haploïdes doublés, puisque ce matériel va être directement homozygote et va pouvoir être sélectionné pendant quelques cycles pour obtenir des variétés. Donc un des intérêts, c'était bien entendu de réduire le temps nécessaire à l'obtention de variétés. Donc, mais avant d'introduire une nouvelle technologie dans des programmes de sélection, il était important de vérifier un certain nombre de critères pour voir si ces critères répondaient bien à nos schémas de sélection, dont celui des modifications épigénétiques, des mutations et des modifications épigénétiques qu'il faut induire chez l'haploïde doublé. Et en fait, une des questions, c'était de savoir si elles étaient induites et s'il y avait des différences de niveau de méthylation, enfin de changement épigénétique parmi les méthodes d'aplodiploïdisation. Et en fait, la réponse est oui, effectivement. Donc, il y a des modifications épigénétiques induites, comme on le montre ici. Donc, c'est à partir d'une variété. On a développé des haploïdes doublés à la fois par la voie mâle et par la voie femelle, et on voit donc des différences au niveau des profils épigénétiques. L'autre question qu'on s'est posée aussi, c'est est-ce que ces modifications épigénétiques sont transmissibles aux générations suivantes et comment s'égrègent-elles ? Donc on a pris en fait des populations F2 ici et haploïdes doublés dérivés de croisement entre un mutant et une lignée normale, et on s'aperçoit que effectivement ça s'égrège, c'est transmis à la descendance et ça s'égrège de manière mendélienne. Autres travaux qui ont été entrepris, donc cette fois-ci sur la betterave, c'est des marqueurs épigénétiques de l'aptitude à la régénération et à la montée à graines chez la betterave sucrière. Donc c'est le travail de l'équipe de Stéphane Maury qui vous seront présentés juste après. Alors, si on regarde un peu la gamme variétale d'une société comme la nôtre ou d'une autre, on voit qu'en fait, il y a des variétés qui sont adaptées aux régions nord ou aux régions sud, ou alors à la France entière. Donc en fait, cette souplesse d'adaptation des variétés, elle est testée comment ? En fait, en conditions de culture au champ, on fait en fait des essais multilocaux et aussi des essais pluriannuels pour évaluer cette plasticité des variétés. Alors on a eu une présentation récente par Laura Gardiner, que je remercie d'ailleurs de m'avoir passé cette présentation, donc au Plant Animal Genome Meeting, donc en début d'année. Et cette personne qui a étudié donc l'épigénome du blé, donc un gros génome, a montré que en fait les variations structurales au niveau de l'ADN, donc représentées surtout par des SNP,
donc était beaucoup plus étendue sur le plan géographique, puisqu'elle comparait l'Europe et l'Asie, et que les modifications au niveau de la méthylation étaient restreintes à une région beaucoup plus petite, comme au niveau d'un pays. Alors, ce qui lui a fait dire que la méthylation pourrait agir comme étant une réponse rapide à des changements de l'environnement. Et cette équipe a aussi montré que la méthylation pouvait jouer un rôle dans la coordination de caractères importants tels que la précocité des piaisons, ce qui est un facteur important pour nous. Alors, donc là, on va présenter donc la partie sur les PIA, donc les projets d'investissement d'avenir, donc qui accèdent en fait à des accessions sauvages pour pouvoir introduire des caractères utiles dans les variétés élites. Donc, il y a un programme en blé tendre qui s'appelle Breed Wheat et un programme en betterave qui s'appelle Acker, dont je vais présenter celui d'Acker. Donc, en fait, on est parti de banques de gènes, d'une 10 000 accessions, qui ont été triées sur des données passeport. Et ensuite, donc, à partir d'un génotypage qui a été fait pour regarder la richesse allélique, on a retenu 15 individus qui représentaient 95% de la richesse allélique de l'espèce. Et le but étant de séquencer, de trouver des marqueurs moléculaires par rapport à la lignée élite et d'éclater en fait le génome de chaque accession dans un fond génétique, donc par croisement. Donc d'abord obtenir la F1 et recroiser avec les lignées élites pour obtenir donc un éclatement de ce génome de chaque accession dans un fond élite et ensuite de passer un phénotypage pour repérer les individus les plus intéressants et partir donc en sélection. Alors je dirais que ça marche relativement bien, puisque ici on voit tout ce qui est en rouge, c'est le fond génétique de l'élite. Tout ce qui est en bleu, c'est le fond génétique, c'est les segments introgressés à partir des accessions sauvages à l'état homozygote. Et ce qui est en vert, c'est encore à l'état hétérozygote. Donc ça marche relativement bien. Et donc ce matériel va partir en séquençage. On est en train de faire les SMI actuellement, mais on sait que sur d'autres espèces, on a montré que des séquences intergéniques, des histones et des ARN non codants ne sont pas toujours conservées entre les accessions sauvages et les formes cultivées, et que il est donc possible que le caractère d'origine ne soit pas correctement exprimé dans le fond élite, et que on soit amené après le phénotypage à réaliser des analyses épigénétiques pour éclaircir ce phénomène. Alors, l'épigénique et l'hétérosis, donc la vigueur hybride, qui a été démontrée depuis longtemps sur le maïs par des chercheurs comme Sprague et Schul aux États-Unis, donc est exploitée chez un certain nombre d'espèces, dont la betterave, le colza, etc., tout ce qui est maintenant commercialisé sous forme hybride. Et donc, on s'est demandé, donc l'hétérosis actuellement, comment il est évalué ? Il est évalué par des tests de faculté à la combinaison, c'est-à-dire qu'on va croiser les deux parents potentiels et on va donc évaluer le produit, savoir si la valeur du produit est supérieure à la moyenne des deux parents. Donc ça se fait directement au champ par ce qu'on appelle des tests de faculté à la combinaison. Alors les bases moléculaires de l'hétérosis restent encore peu élucidées actuellement. Il est possible, comme ça a été montré chez des espèces comme Arabidopsis, qui est l'espèce modèle pour les plantes et aussi sur le riz, je pense, que des interactions alléliques entre les génomes des parents pouvaient amener des modifications de programmation des gènes liées à la croissance et à la tolérance au stress, etc. Et donc la question qu'on se pose, c'est quelle est la part de l'épigénétique dans l'hétérosis chez les plantes. Donc je ne suis pas capable de répondre actuellement, mais c'est des pistes sur lesquelles on pourra travailler. Donc je vais passer maintenant la parole à Stéphane Maury. Merci. Donc, je travaille en épigénétique sur le modèle plante depuis à peu près 15 ans. Donc, je vais essayer un peu de témoigner de où on en est peut-être un peu dans cette discipline. Alors, il y a, comme dans pas mal de disciplines, des aspects assez prometteurs. Alors, ils sont résumés, par exemple, sur cette publication assez récente dans Nature Review Genetics, où ces deux auteurs qui ont beaucoup travaillé sur le système maïs proposent maintenant des
pistes d'amélioration très significatives chez les plantes qui exploiteraient l'épigénétique, soit en exploitant la variation épigénétique naturelle, entre autres chez des espèces clonales, à multiplication clonale, mais aussi d'autres, et également en recherchant tout un tas de possibilités d'induire de la variation épigénétique qui serait associée à de la variation phénotypique, le tout permettant bien sûr de donner des pistes intéressantes pour de l'amélioration. Donc on voit qu'on arrive maintenant à des schémas qui en 2-3 ans se sont bien améliorés et proposent des perspectives assez claires. Sauf que quand on regarde un petit peu aussi la réalité des vraies pistes actuelles mises en marche, il y a encore peut-être un petit peu à revenir un pas en arrière. Donc dans le cadre d'un GIS, ici du GIS Biotechnologie Verte, un certain nombre d'experts en épigénétique plantes s'étaient réunis. Et on a proposé un position paper qui essayait un peu de définir quel est l'état un petit peu des défis en amélioration épigénétique. Alors on s'aperçoit déjà que les états épigénétiques sont en général définis assez rapidement uniquement par de la méthylation de l'ADN en général. On a assez peu de données sur l'ensemble des marques histones, voire petits ARN pour chaque loci. Donc pour l'instant, on a encore une vision très parcellaire des états épigénétiques. Toutes les études de stabilité qui seront majeures pour des améliorateurs ne sont également encore pour l'instant parfois qu'à l'état de préconnaissance, surtout sur quelques modèles de plantes cultivées ou Arabidopsis. La question étant de savoir si on était entre du transitoire, du transgénérationnel, ce qui est évidemment très important pour l'améliorateur, pour imaginer ce qu'il pourra faire de tout ça. Les facteurs qui permettront d'induire de la variabilité épigénétique ne sont pas encore toujours très clairs non plus, même si on en connaît plein qui fonctionnent, mais on ne les connaît pas tous. Les loci cibles qui seront vraiment intéressants pour faire de l'amélioration ne sont pas encore non plus parfaitement définis. On fait beaucoup de modifications génome complètes, mais il va falloir aussi certainement se restreindre à des loci un petit peu plus candidats. Et puis il manque peut-être encore de stimuler une démarche translationnelle un peu plus efficace entre le secteur académique et privé, même si sur la partie épigénétique et plantes, c'est quand même relativement dynamique. Alors certainement dans ce cadre-là que Pierre Deveau, qui vient donc vous présenter une partie des activités de Florimond-Després, je le connais depuis un moment puisque j'avais travaillé pendant 10 ans sur un projet collaboratif justement entre public et privé avec une filiale de Florimond-Després qui s'appelle 16 ans d'érable autour de projets sur l'amélioration de la betterave sucrière. Et j'ai juste présenté très rapidement 1 ou 2 résultats pour montrer ce qu'on a pu faire et depuis déjà pas mal d'années. Alors cette betterave sucrière, la France en est le premier producteur mondial, ça représente quand même 45 000 emplois, un peu plus de 3,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est une plante de grande culture. La première année, pour faire simple, elle accumule du sucre dans sa racine et à la fin de cette première année de vie, on récolte. Sauf que normalement dans la nature, elle vit 2 ans et la deuxième année, elle utilise les sucres qu'elle a accumulés dans sa racine pour produire une hampe florale et se multiplier. Ce qui se passe, c'est qu'en champ, on s'aperçoit que suivant les froids printaniers, il est possible d'observer dès la fin de la première année des betteraves en fleurs qui évidemment utilisaient les sucres dans leurs racines et qui d'ailleurs ont des possibilités de croisement avec des espèces adventices. Donc il y a tout un problème de croisement et de résistance ensuite au champ. Et le critère tolérance à la montaison correspond à essayer de comprendre pour chaque génotype pourquoi certains sont, même s'il y a eu des froids printaniers assez longs, toujours sous forme végétative alors que d'autres sont montés à fleurs. Tout ce que l'on savait à l'époque, et surtout d'ailleurs sur le modèle Arabidopsis, et puis simplement quelques expériences sur betterave, c'est que la durée de froid est très importante, qu'un site très important pour percevoir cette durée de froid, c'est le bourgeon central, qui en fait contient des sortes de cellules souches qu'on appelle cellules méristématiques dans le domaine végétal. Et ce sont ces cellules méristématiques qui vont déclencher ou non le fait de rester végétatif ou de passer à l'état reproducteur. Et du coup, indirectement, l'utilisation des sucres. C'est donc l'idée de ce critère de tolérance à la montaison. Donc en partenariat avec 16 ans d'érable, on avait mis 18 génotypes à pousser en chambre froide, qu'on avait placé dans des durées de froid incrémentées de 3 semaines en 3 semaines, jusqu'à 18 semaines de froid. On peut voir ici qu'à peu près à mi-parcours, à 9 semaines, on a des génotypes en bleu qui présentent, si on les sort de chambre froide et qu'on les met en température ambiante, de la floraison, donc de la montaison et de la floraison, alors que les génotypes en rouge, eux, à 9 semaines de froid, n'ont toujours pas bougé. C'est comme ça qu'on peut plus ou moins distinguer des génotypes sensibles de génotypes résistants. C'est ce que vous disiez Pierre Deveau. Pour phénotyper la plasticité de chaque génotype, ils sont obligés de faire des essais empiriques en champ pour savoir quel est le résultat de l'effet de l'environnement sur leur génotype amélioré. Quand on fait un clustering génétique à l'époque avec 700 SNP sur ce critère de tolérance à la montaison,
on n'arrive pas à détecter de possibilité de clusterer tous ces fonds avec simplement des marques génétiques. Et comme je vous le disais, sur la plante modèle Arabidopsis, on avait déjà montré l'intérêt de marques épigénétiques. Alors on est parti d'une plus petite collection, 6 génotypes, 3 résistants, 3 sensibles, de ces fameuses cellules méristématiques, cellules souches qui sont un petit peu la cible de ce froid et qui vont choisir le devenir végétatif ou floraison du génotype. On a testé par des approbes de MedipShip un peu plus de 200 000 cibles. Et ce qu'on a pu montrer, c'est qu'on avait 111 cibles qui étaient toujours très peu méthylées chez les 3 résistants et toujours hyper méthylées chez les 3 sensibles. On n'a pas d'autres profils. On n'a que des marqueurs différentiels qui sont sur ce profil hypométhylé sensible, hyperméthylé résistant. Et les gènes qui étaient ciblés par ces modifications étaient essentiellement des gènes de réponse au froid, à la signalisation par les phytohormones ou des gènes connus pour déclencher la floraison. Et donc, de tout ça, on a pu montrer que finalement, cette tolérance à la montaison, c'est une sorte de balance entre génotypes où l'environnement, en fonction de la durée de froid, va créer une vague d'hyperméthylation sur des loci cibles très importants qui va déclencher la floraison assez rapidement ou pas, mais surtout permet de proposer, alors qu'on n'y arrivait pas par clustering génétique, des marqueurs épigénétiques qui permettent de se corréler, dans un premier temps au moins, avec la tolérance à la montaison. Alors, dans les mêmes années, c'est chevauchant, ça fait pas 20 ans que je travaille là-dessus, ça fait que 15 ans. J'ai développé également des travaux sur d'autres modèles, sur un système un petit peu plus, peut-être académique dans un premier temps, sur les arbres et la forêt, dans le cadre d'un réseau assez large impliquant entre autres l'INRA, pas mal de laboratoires de l'INRA. Il faut savoir que le changement climatique actuel, puisqu'aujourd'hui on discute aussi de l'effet de l'environnement, donc a priori et certainement aussi des variations plus globales, a été montré et corrélé avec du déclin forestier sur à peu près tous les continents dans le monde. On sait qu'il y a des arbres qui meurent suite à des épisodes de canicule ou de sécheresse relativement importants, mais il y en a heureusement toujours qui sont vivants. Et ça met en place l'idée qu'il y a entre autres une certaine plasticité de chaque individu à résister à ces cycles de sécheresse et de canicule. Alors avec tout un collège de collègues à l'international, on a fait un peu le bilan de toutes les pistes qui actuellement permettaient de soutenir l'hypothèse que l'épigénétique serait un moyen pour ces arbres-là de moduler leur réponse. Alors en laboratoire, nous on travaille sur un modèle un peu plus simple, le peuplier, parce qu'on a son génome, il y a pas mal de facilités technologiques. Et on l'a placé dans des conditions d'alimentation hydrique assez variées, alors soit en croissance optimale avec une irrigation, soit en sécheresse, ici donc en stress, puis après un réarrosage. Donc on a fait une cinétique un petit peu de ce qui se passe pour cet individu quand il subit un cycle de sécheresse-réarrosage. Et on a utilisé toujours ces cellules méristématiques, ces fameuses cellules du centre du bourgeon, qui vont fabriquer la future tige feuillée quelques semaines plus tard. Et par des approches de phénotypage transcriptomique et épigénomique, on a essayé de regarder qu'est-ce qu'on pouvait sortir d'une information épigénomique. Alors l'information était assez intéressante. On s'aperçoit que finalement, la physiologie, on la connaît depuis très longtemps, ce sont essentiellement des balances hormonales qui permettent de driver la réponse de l'arbre en fluctuation de l'environnement. Il y a des hormones de stress chez les plantes. Et on s'est aperçu que ces hormones de stress étaient associées à l'activation ou désactivation de masters régulateurs épigénétiques importants, tels que les déméthylases ou des voies des petits ARN, et que les gènes cibles de ces modifications étaient presque en majorité des gènes impliqués dans la signalisation par les phytohormones, montrant qu'il y a finalement un crossover très important entre phytohormones et épigénétique en réponse à l'environnement. Les phytohormones étant une action assez rapide et l'épigénétique permettant de stabiliser sur plusieurs divisions cellulaires ce message hormonal qui n'a été que transitoire. Voilà. Alors, juste une dernière diapositive pour montrer que la question suivante, c'était de savoir si ces variations que l'on avait observées donc entre un environnement favorable et défavorable sur une plante où le bourgeon est en activité, étaient maintenues dans le temps. Donc, comme on travaille sur les arbres qui sont stables pendant des années, on est déjà allé voir 6 mois plus tard, au niveau du bourgeon hivernal, si ces marques étaient conservées. Et on a pu montrer qu'en effet, une partie des marques observées au moment du stress sont conservées 6 mois plus tard dans le bourgeon de cet arbre et pourraient, c'est là où il y a une hypothèse, participer à la capacité d'acclimatation de ces arbres-là à des cycles plus récurrents de stress. Et c'est ce qui fait l'objet du projet ANR Epitrix que je vais coordonner sur la période donc 2018-2021 pour essayer un petit peu d'en apprendre plus sur ces phénomènes. Voilà. Et je passe maintenant la parole à Étienne Buchet. Bonjour tout le monde.
j'étais un petit peu surpris quand les gens parlaient de génome très stable. Donc moi, je vais parler de génome instable. Parce qu'en fait, le rôle le plus important de l'épigénétique, en fait, c'est de stabiliser le génome et de protéger le génome. Et je vais vous montrer ce que je veux dire avec ça. Parce qu'en fait, chez les plantes et aussi chez les animaux, il y a des éléments transposables dedans. D'accord ? Les éléments transposables, ils aiment beaucoup bouger dans le génome. Ils vont essayer de faire des nouvelles copies d'eux-mêmes dans le génome. Okay ? C'est ce qu'on appelle l'activation des éléments transposables. Ils vont sauter d'un endroit à l'autre dans le génome. Et pour se protéger, les organismes ont évolué, par exemple, la méthylation d'ADN pour limiter cette mobilisation. D'accord ? Donc, la méthylation d'ADN, le rôle le plus important de la méthylation d'ADN, c'est de protéger le génome. Pourquoi les éléments transposables, c'est intéressant ? Tout d'abord, qu'est-ce que c'est ? Les éléments transposables, c'est des séquences répétées dans le génome. Tous les organismes qu'on connaît ont des éléments transposables dans leur génome. Et ils ont fortement accéléré l'évolution de l'humain. Par exemple, l'évolution du placenta ou du système immunitaire. Ils jouent un rôle très important dans la régulation épigénétique de l'expression des gènes. Ce qu'on a vu chez les plantes, c'est qu'ils ont joué un rôle très important pendant la domestication des plantes. Et finalement, ce qui est le plus important pour nous, là, c'est qu'ils régulent en fait la réponse au stress. Alors, les éléments transposables, en fait, ils contribuent à la régulation épigénétique de l'expression des gènes. Ça se voit très bien ici avec cette fleur, je sais seulement comment elle s'appelle en anglais, c'est la Morning Glory. Donc on peut avoir des secteurs qui ne sont pas colorés dû à la présence de la méthylation d'ADN sur un élément transposable devant ce gène qui contrôle la pigmentation. Et dans un autre secteur, cette méthylation d'ADN est partie et on a l'activation de ce gène, donc la pigmentation. Et on a exactement la même situation chez les rats agoutis, c'est la même situation. Ou bien un autre exemple très joli, c'est l'orange. Donc ici, on a l'orange normale, et ici, l'orange sanguine. Et dans ce cas-là, en fait, il y a un élément transposable qui s'est intégré juste devant ce gène qui contrôle la pigmentation. Ce transposon, il réagit au froid, donc quand il fait froid, on commence à avoir de la pigmentation rouge dans les oranges sanguines. C'est pour ça que les oranges sanguines, elles ont besoin de froid pour devenir rouges. Okay ? Comme ça, vous avez appris un petit peu quelque chose chez les plantes, au moins. Donc, il y a cet effet, là, c'est purement génétique, parce que c'est un promoteur qui réagit au froid qui est rapproché du gène. Donc, ce qui m'intéresse beaucoup maintenant, c'est d'utiliser ces éléments transposables pour améliorer les plantes. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire ça ? On s'imagine ici, on a une plante qui a un élément transposable qui réagit à la chaleur. Okay ? Si je mets cette plante à un stress de chaleur, ça va activer l'expression de cet élément transposable et le gène qui est juste à côté, comme chez l'orange que je vous avais montré juste avant. Par contre, la plante, elle meurt parce qu'elle ne réagit pas correctement à ce stress. Donc l'idée que j'ai eue, et qui est peut-être un peu folle, mais qui pourrait aussi marcher chez les animaux, en fait, l'idée est celle-là. C'est un système que j'appelle BUNGE, Breeding Using Jumping Genes, améliorer les plantes en utilisant les éléments transposables. Okay ? Dans ce système, en fait, on active, avec la chaleur, on active l'élément transposable, et en même temps, on met des molécules qui réduisent le taux de méthylation d'ADN de la plante, ce qui permet à l'élément transposable de se mobiliser et de s'intégrer à d'autres endroits dans le génome. Maintenant, j'ai une nouvelle plante qui a plein de nouvelles insertions de ce transposon qui réagit à la chaleur, et donc, ensuite, si on fait une sélection là-dessus, on peut avoir des plantes qui sont peut-être résistantes à la chaleur parce qu'elles ont maintenant acquis ce transposon-là qui va maintenant activer ce gène-là, okay ? Qui peut être bénéfique pour la plante. Donc, ce qui est très beau avec ce modèle-là, c'est qu'on n'est que limité par la présence d'éléments transposables déjà présents dans le génome, qu'on fait sauter en appliquant le stress qui nous intéresse. Le stress, ça peut être n'importe quel stress, ça peut être la chaleur, le sel, ça peut être même une molécule. Par exemple, un herbicide ou autre. Donc, il y a plein de possibilités intéressantes là derrière. Donc, juste pour vous montrer que ça peut vraiment marcher, on a appliqué cette méthode BUNGE sur la rabette, donc système, le modèle dans le labo. Vous avez ici les contrôles, et ici toutes ces lignées-là qui ont des nouvelles insertions de ce transposon qui réagit à la chaleur. Donc, on a déjà une jolie variabilité phénotypique. Donc ça peut être très intéressant si on ne peut pas faire des croisements ou si on ne peut pas perdre de temps à faire des croisements, eh ben on induit des transposons et on augmente la variabilité. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'on peut aussi l'utiliser justement pour créer des plantes résistantes à la sécheresse, ce qui est très important à cause du réchauffement climatique.
Donc vous avez ici une plante, la plante contrôle, qui meurt dû au choc thermique, et ces 3 lignées-là, qui ont été traitées avec ce système Ponji, qui sont maintenant résistantes à la chaleur. Donc on a un gros projet ERC là-dessus pour utiliser cette méthode maintenant aussi sur le riz et sur le soja et d'autres plantes, pour voir si on peut utiliser cette méthode pour améliorer les plantes. Ce qui est très beau, c'est qu'on travaille complètement sans OGM, on fait juste évoluer la plante d'une manière naturelle, en accélérant un petit peu en utilisant des molécules d'éméthylants. Donc en fait, en faisant des perturbations du code épigénétique, on peut induire des différences génétiques, d'accord, parce que l'épigénétique est là pour protéger le génome. Les éléments transposables créent de la diversité phénotypique et permettent d'adapter les plantes au stress, comme je vous ai montré pour le réchauffement climatique. On a déjà testé sur le riz, ça marche aussi sur le riz. Ce qui pourrait être très intéressant, c'est les molécules que nous on utilise pour déméthyler. Elles peuvent aussi être utilisées sur d'autres cellules et elles peuvent induire peut-être des différences épigénétiques stables. Parce qu'on attaque vraiment des processus hyper conservés qui existent chez l'humain aussi et chez les levures. Et finalement, les mécanismes de répression des éléments transposables est hautement conservé, donc ça peut fonctionner sur beaucoup de plantes ou autres organismes. Donc un bref sommaire de tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Donc en création variétale, il est de plus en plus évident que la régulation de caractères héritables est basée sur l'épigénétique. Et bien sûr, il y a toujours encore la génétique, mais maintenant on a des leviers en plus qu'on peut manipuler. L'épigénétique est une composante de plasticité phénotypique en lien avec le contrôle hormonal, comme nous a montré Stéphane. Et une exploitation en amélioration des plantes est possible. Et ce que je vous ai montré aujourd'hui, la modification et activation contrôlée des éléments transposables peuvent être utilisés pour améliorer les plantes. Merci beaucoup pour votre attention. Une question ici. Moi, je vais vous donner le micro, ça ira plus vite. Bonjour, moi c'est Eric Pérez, je travaille chez CEPIC. En fait, moi j'avais une question pour la sélection de tout ce qui est nouveaux plans au niveau génétique et tout. Est-ce qu'il y a des études au niveau digestibilité, assimilation, tout ça au niveau de l'homme en fait, à savoir si... je sais qu'il y a des problèmes au niveau des nouveaux blés qui ne sont pas forcément très digestibles contrairement aux anciens. Et donc je voulais savoir si pour tous ces nouveaux plans, est-ce que des études sur l'homme au niveau de gestion et tout sont faites? Je ne peux pas répondre à ces questions, honnêtement. Parce que... Oui. Merci à vous. Vous pourrez profiter du repas et des sessions de cet après-midi pour poser d'autres questions.